effectivement, bonsoir tout le monde. Je suis très ravie d'être avec vous pour la deuxième année. Je suis ravie et fière de mon ami Drs qui fait un travail excellent. Merci. Et de nous avoir réunis aujourd'hui. On va travailler, je vais présenter un travail qu'on est en train de faire, moi et ma collègue, et mon ami aussi, Dr Ameni, elle est de Canada. Elle est experte en échographie, on fait un travail ensemble. Et je profite aujourd'hui pour faire une brève présentation de notre travail. Alors, notre travail, en fait, c'est une collaboration entre chirurgien, technicienne et un médecin qui performe l'échographie. J'ai appris beaucoup de choses. Et en fait, ce que je vous ai, pourquoi que j'ai choisi de présenter, parce que depuis des années, depuis 2015, je fais la dissection cadavérique, je suis chirurgien, je fais des chirurgies, je fais beaucoup d'injections avec la même technique. Et j'étais là, mon ego m'a dit que je suis experte en injection, je performe très bien mon injection, je sais très bien où j'injecte, je n'aurai jamais de complications jusqu'au jour où j'ai eu ma première complication. Alhamdoulilah, c'est pas une grave complication, c'est un petit hématome. Et puis voilà, c'est là où j'ai décidé d'être plus précise et de faire appel à une technique qui va m'assurer d'être précise et surtout safe. C'est la chose, c'est notre honte et notre peur quotidienne. On a choisi ensemble, initialement on avait l'intention de parler tout le visage et puis on a choisi à la fin une zone où, vraiment qui présente un challenge. C'est une zone qui est vraiment différente d'une zone à une autre, c'est-à-dire même chez une même patient, là, le côté droit n'est pas comme le côté gauche. Oui. Ouais. Je peux appeler Choufli Samah, le modèle. Sofiane. Ouais. Sofiane, la patiente. Samah, je vous fais à l'extérieur, s'il te plaît. Ok. Je peux avoir un clicker? Il n'y a pas de clicker comme ça, pour ne pas rester collé à mon PC. Bon, bref. Bon, on a choisi la région temporale parce que, comme j'ai déjà mentionné, elle est différente d'une patiente à une autre. Et chez la même patiente, elle est différente d'un côté à un autre. D'accord? Même avec la dissection cadavérique, chaque fois, c'est une anatomie différente. C'est une zone complexe parce qu'en fait, il y a la zone supérieure où on peut trouver 5 zones ou 5 layers ou 5... couche, et puis la partie inférieure qui est vraiment complexe. C'est une zone où il y a un très grand risque vasculaire. On va parler spécialement de 2 artères, une artère et une veine, et puis c'est pour ça qu'on a choisi ça, pour faire cette zone, pour faire une autre démonstration aujourd'hui. Comme j'ai déjà dit, donc il y a plusieurs couches, de la superficie à la profondeur. On peut trouver la peau, le tissu sous-cutané, le fascia temporal superficiel, et le fascia temporal profond. Et entre les deux zones, on va trouver une zone qui contient un tissu aérien où il n'y a pas d'éléments vasculaires, il n'y a pas d'éléments nerveux, qui est la zone la plus safe. Mais c'est une zone, je veux dire, c'est une couche imaginaire. On la voit pas. Et on la découvre au moment de la dissection. C'est là où on se rend compte qu'il y a effectivement une couche aérienne qui c'est-à-dire facile à disséquer, mais le challenge ici, c'est de l'aborder, d'accord? Et puis, il y a la couche, le fascia profond et le fascia temporal profond, où et le fascia qui va se bifurquer en deux, c'est la partie inférieure, pour contenir un tissu graisseux qu'on appelle le temporal fascia. C'est le tissu graisseux temporal superficiel. Et, enfin, en moyen, puis on va trouver par la suite la couche graisseuse profonde, qui est la couche, qui est le buccal fat pad, où c'est là ce qui est en communication avec les joues. Bien sûr, le muscle temporal, et puis il y a le muscle temporal, croyez-moi, au moment de la dissection, parce que moi, je suis contre l'injection profonde de shotgun, où on va jusqu'au l'os et on injecte. Pour moi, à chaque fois qu'on injecte, parce que j'ai essayé ça sur cadavre, on injecte son intramusculaire. On n'injecte jamais en sous-musculaire, voilà, parce que même la dissection, même en disséquant avec une lame, est très difficile de la séparer de l'os. Donc, c'est-à-dire quand on pose un petit peu d'une manière logique, c'est difficile d'injecter en sous-musculaire, on injecte en intramusculaire avec cette injection. Elle est très dangereuse parce que
même sur cette, par exemple, sur cette image, on voit que la couche où il y a la graisse est vraiment petite, mais en réalité, c'est vraiment une partie très grande. Donc, il y a un très grand risque d'injecter dans cette graisse, la graisse temporale superficielle qui est en fait, voilà, profonde. Donc, juste pour voir, ça c'est une dissection calorique que j'ai fait. Vous allez voir ici, une fois, donc, le tissu cutané. Et bien sûr, plus on a une patiente, c'est-à-dire un peu âgée, comme vous l'avez vu tout à l'heure, la peau devient plus fine et rapidement les couches sont collabées et on peut à tort injecter profondément. Donc une fois on décolle la couche cutanée, on voit la couche graisseuse qui est tissu sous-cutané superficiel et qui devient de plus en plus fin avec l'âge. Et puis on va trouver le fascia temporal superficiel qui en fait contient l'artère temporale superficielle avec sa branche frontale. Et quand on injecte, on aborde cette zone. Rapidement, on va se retrouver sur cette zone. Même si on fait une injection superficielle, je suis contre l'injection superficielle. Pourquoi? Parce que premièrement, je peux rapidement être en intravasculaire. Deuxièmement, c'est-à-dire quand on injecte, on sera au-dessus des vaisseaux et on va comprimer des vaisseaux et vous allez voir, bon, j'en ai eu de toute façon quand j'ai commencé à injecter la région temporale, on va voir une dilatation en avant, c'est-à-dire c'est le filard qui comprime la vascularisation et j'étais moi dans ma pratique, j'étais obligée d'enlever carrément le filard parce que la patiente a gardé une dilatation permanente qui était très gênante en fait. D'accord. Donc, vous voyez là, voilà, j'ai mis ce slide pour montrer justement la riche vascularisation de cette partie. Et puis les connexions, les anastomoses ils sont très riches entre la région temporale, la région frontale, le supratrochléaire et le supraorbitaire et supratrochléaire. Donc, pas la peine de vous rappeler des risques que vous rencontrez ici. Si vous injectez à tort en intravasculaire. Et puis là, voilà, lorsqu'on décolle la couche, le fascia temporal superficiel, on va se retrouver entre le fascia temporal dans une couche qui est aréolaire, où il n'y a pas d'éléments vasculaires, pas d'éléments nerveux, et c'est là où j'injecte. C'est vraiment là où j'injecte. Je ne suis pas très profonde. Moi, je la prends, on l'appelle interfaciale. Je l'appelle profonde, mais en fait, on n'est pas très profond, on n'est pas très superficiel. Quand on est profond, comme j'ai dit, soit on injecte en intra-osseux, en intramusculaire, soit on est vraiment très profond. Et là, c'est-à-dire que vous avez besoin vraiment d'un produit qui a une cohésivité très importante, une très grande quantité de filard pour avoir un résultat. Alors que là, quand on est en interfacial, on est relativement superficiel, on va voir, on est profond, mais on est relativement superficiel, c'est-à-dire on va avoir un résultat rapide et voilà, on va avoir une continuité de la courbe qu'on cherche avec un rajeunissement. Donc ce que vous voyez ici, c'est le fascia temporal superficiel. Là, la couche aréolaire, c'est là où on va injecter entre les deux fascias et la couche profonde, où la graisse, le fascia profond. Vous allez voir, vous avez vu ce que je vais expliquer là. Donc voilà, ici, un peu plus superficiel, un peu plus supérieur. C'est-à-dire, c'est là où il y a la bifurcation du fascia temporal profond en deux couches superficielles et profondes qui vont contenir cette graisse profonde où circule la veine temporale moyenne qui est dangereuse et c'est là où j'ai eu ma complication. Pourquoi? Parce que déjà, la partie supérieure du fascia temporal profond est vraiment très épaisse et résistante. C'est ici où vous devez commencer votre injection si vous voulez être en interfacial, parce que vous sentez cette résistance et vous pouvez suivre cette résistance. Quand vous commencez à injecter en partie inférieure, le fascia temporal profond il va se diviser en deux, il devient moins résistant, encore moins avec l'âge. Et c'est là ce qui m'est arrivé parce que j'ai commencé par cette partie chez une femme vieille, j'ai injecté, je sais très bien, je maîtrise très bien mon injection, je sens quand ma canule est dans le bon plan, mais chez cette patiente, comme la graisse ou la couche superficielle était tellement fine, elle était devenue comme un papier, je ne me suis pas rendu compte et j'étais en fait en intragraisseux. J'ai senti la patiente a eu mal pendant l'injection et ça c'est un signe que vous n'êtes pas dans le bon plan parce que quand vous êtes dans le bon plan, la patiente ne sent pratiquement rien. Alors, elle va vous dire, ah oui, je sens un inconfort, mais il n'y a pas de douleur en fait. Et c'est ça le signe qui vous garantit que vous êtes dans le bon plan. Et puis, chez cette patiente, elle nous a appelé. Elle était contente, mais elle nous a appelé 3 jours après avec
un ecchymose, d'accord, un œil, un black eye. En fait, c'est l'injection, la saignée, et 3 jours après, c'est le son qui a migré avec la gravité. Enfin, le 3e jour, elle a développé cette coloration, enfin, un bleu, c'est le son qui a migré avec la gravité. Donc, et c'est là où j'étais sûre, enfin, j'avais eu le doute, parce que comme elle a eu mal, je me suis dit, peut-être que je suis passée à côté d'une veine, mais finalement, j'ai touché, j'avais de la chance, parce que j'aurais pu injecter mon intravasculaire. Alors voici comment ça se présente la couche interfaciale. C'est une couche aéolaire, il n'y a rien. Vous avez vu, c'est comme une éponge. Alors elle va s'expandre rapidement. Donc il faut juste savoir comment l'aborder et c'est ce qu'on va vous expliquer. J'essaie d'être rapide pour donner plus de temps à la partie pratique, donc c'est vasculaire et le produit il part rapidement, c'est-à-dire it spread, c'est-à-dire une fois vous injectez, si vous commencez, ce que vous donne, injectez un petit produit, j'utilise toujours un produit avec la lidocaïne, en première injection et puis jusqu'à ce que vous pouvez juste appuyer et le produit va vous suivre et c'est comme si vous faites une hydrodissection, vous ouvrez cette couche imaginaire et vous aurez votre plan facilement et à la fin vous aurez ce contour naturel. Ok. Donc bien sûr c'est les vaisseaux qu'on peut croiser, le STA ou l'artère temporale superficielle avec ses branches et puis en profondeur on va trouver la couche l'artère temporale moyenne. Okay. Et bien sûr, comme j'ai déjà mentionné, le risque de perforation ou de passer en interne il augmente plus avec l'âge. Donc voici la veine temporale moyenne. Vous pouvez très bien voir ici schématique. Donc pour tissu sous-cutané, le fascia temporale superficielle avec les vaisseaux. Ici, la couche aéolaire, exactement ici, on va injecter entre les deux fascias. En fait, sur la réalité, on ne la voit pas comme ça, c'est pas facile. Et puis après, mais on peut la créer avec le filaire, bien évidemment. Et puis, on a la couche ou le fascia profonde, temporale profonde, qui va se diviser en 2 parties et vous avez la graisse. Alors, quand vous injectez ici, vous êtes très bien. Pourquoi? Parce que ici, il y a les 2 couches il y a une grande adhérence entre les 2 couches, donc le produit sera piégé, il y a moins de risque de migration de produits. Voilà, donc thousands of injections, j'ai eu ma première complication, donc j'injecte depuis 2013, et j'ai eu ma première complication en 2024, donc même si vous injectez des millions et des millions, vous n'êtes pas à l'abri des complications, c'est pour ça qu'on a choisi les ultrasons, vous allez voir, ça c'est pour premièrement, confirmer qu'on est bien dans la couche ensoleillée. Pour confirmer qu'on est bien au niveau du fascia superficialis et puis entre le fascia temporal superficiel et profond et qu'on est bien loin des risques vasculaires. Comme dans tout injecteur, on va bien sûr maîtriser son anatomie, bien voir avant d'injecter. Et puis, je pense que l'échographie, c'est le futur. Thank you. Merci beaucoup. Alors, je donne la parole à Dr Amani. Je will speak in English. Bien sûr, si vous avez des questions, ou bien si vous ne comprenez pas, je peux traduire. Is there a clicker you can use? No clicker? Okay. Hello, everybody. I'm sorry I don't speak French. It sounds beautiful. I will speak slowly. It's my privilege to be here from Canada. I'm Dr. Amani Abdul-Razzak, and I'm here to share with you why I feel ultrasound is absolutely indispensable and important in your practice. There are a lot of topics I can discuss in this area, but I don't have enough time. So we will focus simply on a few points, hopefully to make you interested. And there are definitely more resources, courses, including an online course that I've developed if you're interested to learn more. Is this speed of talking okay? Okay? Wonderful. I have no relevant financial disclosures. I am a member of the Aesthetic Intelligence team with Dr. Ayad Harb, and I am the co-creator of an online ultrasound course, and I have paid speaking engagements for MERTS Canada. None of this is relevant to our discussion today. I want to talk to you about why facial ultrasound is useful and practical in your practice. Number one, it reduces your fear of anatomy. Many of us conscientious injectors, doctors, when we put a needle or cannula in our patient's
face, we are thinking, how many different variations of anatomy can we see? And hopefully we are not unlucky. But you know, ultrasound takes away the guessing and makes me sleep better at night. Also, ultrasound allows you to become a filler detective. You can really understand what happened to your patient's face before you touch them, because patients don't usually remember. And also, it can allow you to understand how to improve your quality of injections. I have personally learned a lot, and I will give you examples about how to improve my precision and to understand how to keep your filler in the most perfect aesthetic plane as well as for safety. I want to convince you that ultrasound is not obtrusive and it sets you apart. So the first thing we think about is vascular occlusion. As an injector, I think, this is our main worry. Do you agree with me? You know, this is the kind of thing that we think, is this a bruise? Is this a vascular occlusion? And with ultrasound, I have really been able to answer this question more clearly, but if I have an unlucky situation of vascular occlusion, all of us will have it at some point if we practice long enough or use enough filler injections in our practice. But for me in Calgary, I have the, I think, unlucky position of being the referral center for complications. So my colleagues know I have an ultrasound and I'm one of the first. So if they have a problem, those complications come to me. So I want to know how I can improve my treatment of vascular occlusion using ultrasound. We know that ultrasound-guided dissolving of filler with hyaluronidase is much faster, more efficient, and it reduces the need for repeated treatments. We know that without ultrasound, we're using high-dose hyaluronidase every hour, keeping our patient in the clinic, re-injecting, ruining our schedule for the day, giving ourselves a headache, probably not sleeping that night, and our patient is re-traumatized because we inject again and again and again with hyaluronidase. But we know from the research that if we use ultrasound, we can do it in one injection, a fraction of the dose of hyaluronidase, and with 100% immediate improvement, including in clinical signs such as pain. This is proven in the research. So if we, make a mess, we have to clean it up, and I think that ultrasound allows us to do so with ease. So let's talk about facial anatomy and variation in facial anatomy. The oldest and strongest emotion of mankind is fear, and the oldest and strongest kind of fear is the fear of the unknown. And for an injector, it is the fear of the unknown variation of anatomy in that patient sitting in your treatment bed. Let's give an example. If we look at the nasolabial fold, we are taught in the textbooks and in the studies that we have the angular artery coming from the facial artery. It starts deep in the fold, but as it traverses towards the alar base, it should become more superficial. But truly, both cadaveric studies and ultrasound studies show us that the angular artery can be anywhere. It can be medial to the fold, it can be lateral to the fold, it can cross the fold in one direction or another. And in terms of depth, we see lots of variations, including deep branches of the angular artery in the piriform fossa. So really, we don't know what we're doing, and I currently do not touch the nasolabial fold and the piriform until I scan with an ultrasound to understand what's going on. Here's another example. This is my patient. I will call her Parissa. That's not her real name. But she came to see me for chin filler injection. What do we know about chin filler anatomy? We are taught that we have the ascending mental arteries running paramedian, right, to the sides, about 0.6 millimeters on average from the midline. Supposed to be superficial. So we're taught that the injection that's safest is deep on the bone in the middle, correct? This is kind of the understanding. But when I did that to my patient, without injecting any filler, immediately she had severe pain radiating to her teeth. So thank God I didn't inject any filler. I took a look with my ultrasound. This was when ultrasound was new to me, so I wasn't using it as regularly, but I want to show you what I see. I'm going to explain this to you very briefly. This is an axial view, so horizontal view.
of the chin. So at the top, we see the epidermis. The next layer is subcutaneous fat. You see a bright line. This is the periosteal surface. You see the mentalis muscle is those black lobes sitting above. And you see a break in the bone, which represents a foramen of some kind. Very unusual to have a foramen in the middle of our chin. We expect it to be roughly in line with the mid-pupillary line. So at that time, I had no idea what I was looking at. I thought this was some strange accessory mental foramen. But in fact, the literature describes this very well as the median perforating artery. We don't know how common it is, but I'm going to show you a video scan. This is a video capture of her ultrasound. You can see the branch of this median perforating artery feeds the skin. You can see the cutaneous feeders very clearly. So we know in the literature that it feeds the skin and probably the lower lip. And this can be the explanation for a very dreaded complication known as tongue vascular occlusion. Thank God that's not my patient, and I don't want to see it. But you know, the problem is if you inject and somebody has this variation, this can be the outcome. And we know this is very difficult to treat. So for me, it's worth it to spend just a few minutes scanning before I inject, even in an area that is supposedly low risk. So if you know me, you know I don't like surprises. I don't like surprise birthday parties. I don't like surprise filler in my patient's face or implants. So I like to check because I respect my patients and I like to believe them. Pardon me, hold on. But sometimes patients forget what they had in their face, and sometimes they don't want to tell you everything because they don't want to tell you a contraindication. So I have a patient, I'm going to name her Linda. She came to see me for non-surgical rhinoplasty, not liquid rhinoplasty. But she had had a surgery before, and it was in Vietnam, and she told me that the consultation was only 10 minutes, then they put her directly in the operating room. So she knew they took ear cartilage and put it in her tip. She didn't know what happened here in the dorsum. When I felt the dorsum, it felt very hard and stiff and inelastic. There was no pliability of the dorsum. So it was curious, and of course I looked with the ultrasound. And what you see, do you see those horizontal straight lines? I put them with a red star. This is not normal anatomy, right? Because your bone should be curved and have some irregularities. This is very straight and synthetic. So this is probably a high-density polyethylene nasal implant. And thank God, I don't want to inject filler over that. So it's good to know what your patients have going on in their face. And just for your interest, this is the cartilage implant in her tip. So cartilage contains a lot of water, and you can see this black, we call it anechoic, this black region in the tip sitting on top of the brighter perichondrium. This is her ear cartilage implant. Are we okay? Are we okay so far? Okay. So this is the last thing, and this is the point of our demonstration today. Again, as I mentioned, unfortunately, you know, I'm the complication center, unofficial complication center in my city. So this case was referred to me by the emergency department, and this was a patient who had hyaluronic acid filler placed about 8 months prior, and then about 5 months prior to seeing me, she received COVID vaccination. And shortly after the COVID vaccination, she developed a hard lump where the filler was injected previously. So it was completely fine until she got this vaccination. We know this can happen, right? With delayed onset nodules. The problem is her injector tried to dissolve with hyaluronidase every 2 weeks for 3 months. Now, she couldn't understand which layer this nodule is sitting. And over time, this nodule became more hardened and more indurated. So we know, perhaps it was converting to a granuloma. The problem is the temple has many, many layers, and they are very fine layers. So although something might appear superficial, it's not necessarily. So I had to go in with ultrasound and do a ultrasound-guided hyaluronidase injection.
You can see my cannula. You can see, I think this is a granuloma. It has granulomatous features on ultrasound. You can see the speckled aspects. This is not normal for hyaluronic acid. Filler deposit should look black. It doesn't look black. But you can see that my cannula is fighting. Fighting. And I'm really actually applying a lot of force to inject this nodule. And of course, it's in the subcutaneous plane, it's in the interfascial plane, it's in the superficial fat pad as well. It's in multiple levels. Even though this injector said she injected deep in the supraperiosteum, I think she felt fascia and she was hesitant and she stopped incorrectly and it retrograded all the way. So multiple layers. I had to go in. It felt like, almost like a rock. And you can see my cannula is really fighting. So I cannot do this without ultrasound because I can't guess which layers it's in. And definitely I will not be this aggressive without ultrasound. So I think ultrasound can give you supersonographic vision, can make you a superpower in your industry. That's it from me. We're going to move to the demonstration. And Dr. Jamila and I will show you her temple filling injection using ultrasound.